Bonjour Thomas Charbonnel. Tu vas te présenter rapidement un petit peu pour toute la communauté et ainsi de suite. Mais tu es ce qu'on appelle un OG, quelqu'un qui était là il y a un paquet de temps sur l'écosystème crypto. On n'appelait même pas ça un marché à l'époque, c'était assez petit. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter, que tu nous livres un petit peu ton passif, ton passé, ton aventure aujourd'hui, parce que, mine de rien, tu es sur le terrain, tu es au Congo, à travers du minage de Bitcoin. Donc ça, c'est une aventure qui est assez folle. Je vais te laisser te présenter en 2 mots. Comment tu te présentes à quelqu'un dans la rue comme ça? Tout d'abord, merci Thibaut de m'accorder du temps pour Avec cette plaisir. interview. C'est un grand plaisir d'être avec toi ici. Moi, je suis juste un passionné en fait par les transformations numériques, par les nouvelles technologies. Ce qui m'a amené là-dedans, c'est tout le côté philosophique au niveau de la monnaie. Pourquoi un euro vaut un euro? Pourquoi avant c'était indexé sur l'or, puis maintenant sur les dettes? Et puis Bitcoin arrive, et puis waouh, on a un outil entre les mains qui peut être un game changer. Et je veux en être. Et comment en être? On branche des ordinateurs pour participer au réseau et sécuriser les transactions. Donc en Ça paraît facile. 2012. Ouais, 2012, j'ai commencé comme ça. Donc les premiers ASIC que j'ai achetés, donc 2013, puisqu'au début j'ai expérimenté avec des ordinateurs. 2013, donc c'était des Green Seed, ça s'appelle. Donc c'était des petites machines rondes avec un ventilo sur le dessus. Tu as juste 5 petites puces à l'intérieur. Tu pouvais faire du dual mining, donc du SHA-256 pour du Bitcoin et du script pour du Litecoin. Ça minait en kilo-H. Aujourd'hui, on est en Tera-H. Donc pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, c'est un peu comme les données. On a du kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet. Donc pour donner l'échelle, on passe du kilo au téra. Donc c'est comme si à l'époque on parlait de disques durs, on avait des disques durs qui faisaient 1 giga et maintenant on est à 1000 gigas, on est à 1 téra, c'est ça? On parle de disquettes et de disques durs. Ouais, d'accord, oui c'est ça en fait, l'échelle c'est ça. Et De puissance de calcul. tout ça en 12 ans en fait, tu as vu l'accélération, tu as vu l'évolution du marché exploser, quoi. C'est incroyable. Ça devait être un truc de dingue. Et alors, donc tu as démarré en 2012. 2012, Bitcoin il est à combien à l'époque où tu le... C'était 80 euros, 87 euros, je crois, quand j'ai commencé dans ces prix. Et alors du coup, t'en as acheté, t'en as gardé, j'imagine t'en as vendu par la suite. J'ai mis dès le début en fait. Ouais. Au début, j'ai pas mis d'argent dedans parce que les plateformes c'était compliqué. Je me suis inscrit sur Mt. Gox donc fin 2013, donc sur le tard. Les premières cryptos que j'ai achetées, ça a été des cryptos de merde et c'était sur eBay que j'avais acheté ça. Ah, c'était sur eBay. Donc aujourd'hui on se dit mais on va sur Binance, on va sur Coinbase. Ouais. Aujourd'hui, t'allais sur eBay ou... Sur eBay pour voilà. Et il y avait même des gars qui vendaient des heures de puissance de calcul de leur machine. Et donc du coup, avant que j'achète mes propres ASIC, j'achetais du temps de calcul de ces gens-là pour pouvoir miner comme ça. Donc là, on remonte vraiment, c'était les origines. Ah, c'était vraiment les origines. Et alors par contre, Mt. Gox derrière s'est fait pirater 2014. 2014. Et tu fais partie des gens qui ont perdu un peu de sous En les... fait, je sais même pas combien j'avais, mais j'avais pas de Bitcoin. J'avais du Blackcoin, du Greencoin. Enfin, j'avais différentes cryptos, du Doge aussi. Ouais. Bref. Et voilà. Après, il y a eu d'autres plateformes dont on n'a pas beaucoup parlé, mais sur lesquelles j'ai perdu beaucoup plus. Donc, il y a eu Clipsy, il y a eu Vicurex. Ah, ça, c'est des trucs. Ouais, même en ayant une culture crypto, il faut quand même remonter un petit peu de temps pour. Ouais. Ou alors, il faut vraiment connaître les anciens comme toi pour pouvoir en parler. Et alors, ce qui est dingue, on en parlait juste avant de démarrer l'interview, mais c'est que tu allais donc à la maison du Bitcoin, projet d'Éric Larchevêque qui par la suite a fait Ledger. Et donc, tu voyais Éric Larchevêque derrière le comptoir, alors que maintenant, on le voit à la télé. C'est ça, 2014-2015, je sais plus quand c'était exactement, mais en gros, il y avait une conférence de Brian Armstrong, donc le PDG de Coinbase, Ouais. c'était pas Coinbase comme on le connaît Ah, bah à oui, non. l'époque. Il venait présenter un projet sur les micro-paiements pour faire donner des tips en gros sur des publications. Et donc, il avait un projet en étude avec Facebook à l'époque. Voilà, c'était un peu ça l'intitulé de toute cette conf. Voilà, en gros, en tant que gros fanboy, j'avais mon petit micro-enregistreur devant. Ah ouais. Donc, je l'ai toujours. S'il y a des gens que ça intéresse, je pourrais le sortir des archives pour que les gens découvrent ça. Ça, c'est dino, ça. Et ouais, complètement. Et donc, tu allais souvent à la maison du Bitcoin? Comment c'était un peu l'ambiance là-bas? En fait, j'avais une amie qui bossait, qui faisait ses études en publicité, qui bossait chez Publicis, et donc j'allais souvent chez elle à Paris, et j'avais pas beaucoup d'argent. Enfin, l'argent que j'avais, c'était du minage de Bitcoin. Ouais. Et le seul endroit qui permettait de pouvoir dépenser ses Bitcoins donc pour acheter à manger, acheter à boire, c'était le Soms Bar. Donc c'est un bar qui est juste en face, un bar-restaurant qui est juste en face de la maison du Bitcoin. Donc oui, c'est vrai que j'étais amené souvent à passer là-bas, mais bon, une fois que ils avaient un espèce de rig en présentation à l'entrée. Tu avais la machine où tu pouvais changer directement du cash contre du BTC comme un ATM. Un ATM, ouais. Inverse. Et voilà, du coup, voilà, j'y suis passé parce qu'il y avait cette con, je passais devant, etc.
mais j'allais plus souvent, je pense, au sauce bar pour aller boire des coups et puis manger un bout que la maison du Bitcoin. Et tu as commencé à faire du réseau dans le milieu à ce moment-là, en fait. Mais pas vraiment, moi j'ai jamais été trop réseau, j'ai toujours été un peu dans ma niche, on va dire. C'est venu bien plus tard. Donc j'ai essayé de fédérer des gens. Le terme est un peu fort, mais c'est vrai que je me prenais un peu comme un crypto-évangéliste. Ouais. Je voulais que les gens sachent ce qui se passe derrière. Et là où vraiment ça a commencé à réseauter, premier Bordeaux Wine Chain, donc c'était des meet-up Bitcoin. Donc je rencontre Adli Takalbataille, puis plein d'autres personnes dans cet écosystème. C'est vrai que j'étais un peu à part à mettre tout mon argent dans des machines de minage, etc. Ce meet-up d'ailleurs existe toujours, il me semble. Oui, bien sûr. Donc ça fait un paquet de Ça temps. fait déjà très longtemps, ouais, ça fait un bail. Et on était 4, 5, 6, jamais plus, tu vois. C'était vraiment des petits regroupements. On se retrouvait dans des bars sur Bordeaux et voilà, rendez-vous à telle heure. Ouais. Et ça discutait de tout ça, philosophie, ouais. Et c'est par la suite, donc quand j'ai rencontré Adrien, avant ça, je bossais en bureau de recherche et développement. C'était la période un peu blockchain bullshit. Donc j'ai eu un manager, parce que je bossais pour Capgemini avant, donc une grosse boîte d'informatique, qui m'a débauché en me proposant de monter un bureau de recherche et développement sur toutes les applications possibles qu'on pourrait faire avec la blockchain. Donc il y a eu un premier projet sur la certification de documents pour le port de Bordeaux, pour les containers, tout ça. Okay. Le deuxième projet, ça a été la prise de commande et le paiement directement à sa table avec un flashcode. Donc bien avant le Covid, on était en 2018. Et l'idée, c'était que ton smartphone fasse un smart contract directement avec la caisse enregistreuse à partir du moment où tu as flashé le code. Et après, tu divises à table la note, tu peux tout payer. Ouais. Et si jamais tu te barres sans payer, il y avait un principe automatique au bout de tant d'heures pour que tu sois limité, puisque tu es en... Quelle année là, à peu près? 2018. D'accord. Donc le livre blanc de tout ce projet, je l'ai toujours. Malheureusement, ça ne s'est pas développé. À cette période-là, justement, je rencontre Adrien. On a un projet, donc il y avait le data center qui était à Pau. Ouais. On déménage des machines de Pau pour envoyer ça en Sibérie, à Irkoutsk. Ah, donc là, tu as déjà des machines de minage, t'en as... Ouais. Ah oui, j'ai bypassé quelques étapes. Ouais, c'est ça, mais c'est intéressant. C'est pour ça, donc Gwensas, le logo qu'on voit juste derrière, c'est la boîte que tu as montée avec Adrien, et justement avec ce data center à Pau, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, Adrien avait déjà monté la boîte, en fait, avait déjà un associé qui s'appelle Paul, qui avait un autre projet et donc qui voulait revendre ses parts. Okay. Nous, on se rencontre avec Adrien à ce moment-là. Moi, je suis trop chaud pour entreprendre et pour me lancer dans l'aventure avec lui. Et donc, je rachète donc les parts de Paul. Okay. Et voilà, donc c'est comme ça que je me lance dans l'aventure. Donc à ce moment-là, on déménage le hangar de Pau, puisque le cours du Bitcoin fait que ça nous coûtait plus cher de garder nos machines branchées que ce qu'elles nous rapportaient. Donc si on voulait rester dans la course, c'est partir à la recherche de l'énergie la plus bon marché. La quête du mineur. Exactement. Et donc Sibérie, donc on arrive là-bas, on était autour de 6 centimes du kilowattheure. Et ce qui était vachement mieux qu'en France, je crois qu'on était à 14 centimes du kilowattheure en France, avec un tarif pro. Mais bon, voilà. Donc, D'accord. Donc là, premier voyage. Parce que là, les voyages, il va y en avoir quelques-uns. Premier voyage, ça part en Sibérie. On met les bonnets, on met les écharpes. Alors non. Là, on envoie les machines en fait directement chez un partenaire. D'accord. Donc là, il n'y a pas de voyage là-bas. Il n'y a qu'à distance. Le premier voyage qu'il y a, c'est le Kazakhstan. Ah ouais. Donc la rencontre avec Sébastien Gouspillou, avec ce projet de monter un gros data center en plein milieu de nulle part. De nulle part, ouais, à côté du barrage de Cap Chagaï. Donc voilà, c'est après Almaty. On tourne à droite et on y est, c'est ça? Au fond, à droite. C'est ça. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est quoi le projet? Tu parles de barrage hydroélectrique, j'imagine qu'il faut récupérer l'énergie pour les remettre dans le data center. Comment ça marche? Alors, en gros, c'est que, pour comprendre le principe assez simplement, une centrale hydroélectrique, c'est de la mécanique. C'est des roues qui sont entraînées par des jets d'eau, en fait. Cette force-là, produite par l'eau, va être transformée par un alternateur qui permet justement de créer de l'électricité. Ouais. La nuit, mettons, quand les gens sont couchés, on consomme beaucoup moins d'énergie. Mais mécaniquement, ça use de baisser le régime des turbines. Okay. Et donc, toutes les centrales étaient adossées à ce qu'on appelle un banc de charge. Un banc de charge, c'est un gros container rempli de résistance, comme un gros radiateur. Et donc, quand la nuit, les personnes consomment moins, on fait continuellement consommer la centrale de la même manière en faisant passer cette énergie là-dedans. Sauf que ça produit que de la chaleur. Oui, c'est un énorme radiateur qui envoie de la chaleur pour nulle part. C'est ça, pour permettre à la centrale de faire tampon en fait, avec la sous-consommation de la population. Et donc l'idée, c'est de se substituer donc, à ce banc de charge, plutôt que de produire juste de la chaleur, produisant du Bitcoin, et ayant la même fonction que ce banc de charge. Voilà. Et l'idée est là. L'idée est là, et après, c'est partir à la quête des sources d'énergie excédentaires, proposer et faire comprendre donc, aux compagnies d'électricité, au ministère des Énergies,
qu'il y a un intérêt réel à avoir des mineurs du Bitcoin au pied de leur centrale. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est le rôle de Sébastien qui parcourt le monde à rencontrer donc les ministères de l'énergie, les compagnies d'électricité. Voilà, et donc nous après on arrive en bout de chaîne derrière pour la technique, pour monter les installations sur place, pour voilà, de réfléchir à comment on va installer ça, les sous-stations, les transformateurs. Voilà, Et alors, comment tu fais quand tu es sur place au Kazakhstan? Faut trouver des gens, faut trouver des salariés, j'imagine, ou vous faites pas ça tous les deux? Comment ça se passe? Alors, le truc, c'est que le Kazakhstan, ça a été vraiment le flop ultime de notre histoire. On est tombé dans un pays qui est très compliqué, beaucoup de corruption, et donc on s'est fait avoir sur pas mal de points. Donc ça a été une expérience quand même, un échec. Pendant cette mauvaise période où tout se passe mal au Kazakhstan, où on est obligé de déménager les machines qui attendaient depuis un moment parce que le data center tarde à être construit, à sortir de terre, on amène ça chez un partenaire qui lui aussi a des problèmes avec la compagnie d'électricité, les machines sont de nouveau bloquées. Enfin, il est arrivé tout un tas de problématiques, et dont certains que je tairai dans cette interview. Mais à ce moment-là, donc il y a la rencontre avec Emmanuel de Mérode. Donc Emmanuel de Mérode, qui est un prince belge, qui est le conservateur du parc des Virunga. Au Congo. La Belgique avait une colonie au Congo sur les années. La RDC, le Congo RDC, République démocratique du Congo, était une ancienne colonie belge. Et donc, ce monsieur a un combat, c'est préserver donc, l'habitat naturel des gorilles des montagnes, puisqu'il en reste, je crois qu'à ce moment-là, moins de 500 espèces. Ouais. Donc, c'est en voie de disparition. Et la population, pour le faire simple, la seule source d'énergie qu'ils ont, c'est du macala, du charbon de bois. Pour faire du charbon de bois, on brûle la forêt. Ouais. Forêt qui est l'habitat naturel des gorilles, plus on le brûle, plus on l'amoindrit, moins les gorilles peuvent vivre, entre guillemets. C'est très court terme, mais pour le long terme, c'est pas bon. C'est clair, donc c'est complètement fossile. Ouais, mais on peut pas faire autrement, ils peuvent pas faire autrement. Ouais, ils savent pas. Donc, Emmanuel de Mérode, dans son combat, s'est dit, tiens, si on leur amène une nouvelle source d'énergie, ça pourra créer des industries, donc il y a des entreprises qui pourront se brancher là et créer de l'emploi. Les gens pourront avoir accès à de l'énergie propre, donc issue d'une centrale au fil de l'eau, hydroélectrique, et arrêteront de ce fait de brûler la forêt pour faire du macala. Le problème, c'est que pour pouvoir développer tout ça, il faut créer un réseau. Une fois que la centrale est sortie de terre, elle peut produire de l'énergie, mais il faut l'amener à ces gens. Et donc, c'est difficile à conceptualiser parce que chez nous, tous les villages sont très proches les uns des autres. Ouais. Créer une ligne, bon ben voilà, il y a quelques kilomètres à tirer. Ouais, là-bas, on est en plein milieu de la montagne. Il faut acheter des poteaux, acheter du câble, du béton, et puis il faut tirer ça sur une 50aine de kilomètres, voire peut-être plus des fois. Ouais. Donc le coût est pas le même. On va pas à Brico Dépôt acheter 2 km de câble. C'est vrai que c'est compliqué de trouver le matos pour le faire. Et donc du coup, ça a été de trouver des personnes capables de consommer de l'énergie directement au pied de la centrale pour amener une manne financière en termes d'achat d'électricité, pour leur permettre de développer donc un réseau électrique et d'amener l'énergie à ces populations qui n'en ont jamais eu. Et donc nous, en quelque sorte, avec ce projet-là, on s'est inscrit dans un rouage, faire à toute cette cause. Et voilà. Et donc, ma question, est-ce que vous avez pris les data centers que vous aviez au Kazakhstan pour les amener au Congo, ou alors vous avez laissé au Kazakhstan, vous avez pris d'autres? Le Kazakhstan, vraiment, il y a eu le commencement de la construction d'un bâtiment en dur. On n'était pas du tout sur un modèle en container à ce moment-là. Ah d'accord. Et donc du coup, on est parti avec, en envoyant du matériel là-bas, avec 2 containers pilotes. Donc c'était une preuve de concept. Dans ces 2 containers, on avait à l'époque des machines, c'était des S9, donc c'était la génération, en 2020, c'était déjà des machines d'ancienne génération. Et vu qu'on démarrait un pilote, on n'allait pas investir dans des grosses machines. Bien sûr. Et donc voilà, donc il y a des S9 qui sont partis du Kazakhstan pour arriver donc jusqu'en Afrique. Donc c'est les machines de nos clients historiques qui ont beaucoup voyagé. Et voilà, donc on a démarré comme ça avec 2 containers, un container pour Virunga, un container pour nous. Et on est tombé au bon moment parce que 2020, 2021, il y a une petite montée très sympathique qui a fait que les projections de rentabilité ont été 2 fois plus rapides que ce qui avait été projeté au début. On découvrait un peu tout, on a dû se familiariser avec l'environnement, avec la météo, parce qu'il pleut énormément là-bas. C'est la 3e zone la plus orageuse du monde. Ah oui, quand même. Donc voilà, il y a des orages très très souvent, il y a des pluies très souvent. Et donc voilà, on est dans les montagnes, donc on est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Donc pour les gens qui pensent Afrique, il fait chaud et tout. Non, vraiment, dans les montagnes, on est dans de bonnes conditions. De plus, quand il pleut, l'air est rafraîchi. Donc voilà, c'est très optimal pour les machines. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans le Nord Kivu. Nord Kivu, qui est une zone qui est en guerre depuis 1993, avec le massacre qu'il y a eu avec les Hutus, les Tutsis. Et ça s'est jamais arrêté. Donc même les gars de notre équipe ont grandi là-dedans, en fait. J'ai toujours connu des pertes autour d'eux à cause de la guerre,
Donc voilà, faut s'adapter à tout ça. Donc nous, en termes de transport, de logistique, c'est vrai que c'est nouveau. On n'a pas l'habitude de dire, ah bon, ben là, le pont a été détruit, donc c'est bloqué. Quand est-ce que ça arrive? Il faut reconstruire le pont. Ok, combien de temps? Faut reconstruire le pont. Ah ok. Ouais. Et donc là, on s'adapte avec l'environnement. Donc voilà, ça c'est par la suite qu'on a découvert tout ça. Mais voilà, le début, 2 containers pilotes, on s'est retrouvés au bon moment. Le marché a fait que ça a été favorable pour tout le monde. Et donc au final, après, ok, on repart sur 2 autres containers, puis 2 autres, puis 2 autres, puis 2 autres, 2 autres. Et On a 13 containers qui tournent. conteneur. Ouais. Prix d'un conteneur, juste comme ça. Grosso modo, rempli de machines, on va dire de dernière génération, type S19 Capro, on est autour de 2 millions à peu près. Ouais. Donc quand je dis 2 millions, ça comprend transport, logistique, dédouanement, installation, les câbles électriques, câbles réseau, les étagères, tout, et les machines dedans, voilà, tout compris, clé en main posée, le transformateur aussi, pour transformer la moyenne tension en basse tension, enfin. Tout ça. Et alors, on va parler un peu plus de toi dans ton rôle, en fait. Ton rôle de chef des opérations sur place. Tu me disais hors interview tout à l'heure que tu n'étais pas du genre à rester derrière ton bureau. Tu allais mettre les mains dans le moteur parce que là, c'est complètement ça. Ouais. Comment ça se passe sur place? Parce que tu as une équipe, il faut recruter des gens. Parfois, ça tombe en panne. Parfois, j'imagine qu'il y a plein de trucs à gérer. Donc, nous, tout un petit peu là. Alors, du coup, moi, j'ai beaucoup ce côté artisanal. J'aime beaucoup faire des choses de mes mains, rénover des maisons, tout ça. Ouais. Donc, quand je suis sur place, qu'il faut découper un container, il n'y a aucun problème pour que je prenne ma meuleuse et que je découpe le container avec les gens. Quand il faut tirer les câbles, aider pour n'importe quoi, c'est pas les gars, faites ça. C'est allez, les gars, venez, on va faire ça ensemble. Et donc, ça fédère un peu tout le monde aussi de voir qu'on est ensemble pour faire tout ça. Quand il faut nettoyer, une grande campagne de nettoyage des machines, démonter les ventilos, se mettre la main dans la poussière et puis souffler tous les trucs, etc. On y est tous ensemble, on se met des grandes tables et voilà, on amène les machines. Et voilà, dans la ferme là-bas au Virunga, ce qui a été génial, c'est que ces personnes-là, elles sont avides d'apprendre tout le temps. Et donc, on s'est dit qu'il fallait capitaliser sur les formations. Et donc, aujourd'hui, on a monté un atelier de réparation microélectronique. Donc, on est capable de démonter n'importe quelle puce, n'importe quelle machine et de les réparer sur place. Donc, c'est assez stylé parce qu'on est au milieu de la jungle, au milieu de rien. Ouais. Les mecs, ils touchent des technologies qui sont ce qu'on a dans nos téléphones d'aujourd'hui, vraiment dans nos derniers ordinateurs, derniers cris. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il y a un choc des cultures entre les deux. Et puis, du coup, c'est très valorisant pour eux puisqu'on leur amène une compétence. Eux apprennent cette compétence-là et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à part eux au Congo qui peuvent maîtriser ce genre de choses. Et comment tu fais pour recruter? Tu vas directement dans les écoles? Ils ont des niveaux particuliers? La chance qu'on a, c'est qu'on travaille directement avec le parc Virunga et le parc Virunga est très implanté donc au Congo. C'est une entreprise, il y a Virunga Energy, donc ils emploient, je sais plus, 2000 et quelques personnes. D'accord. C'est vraiment une institution, on va dire. Et donc on dépend directement, on est en partenariat avec Virunga. Donc quand on a eu besoin de faire des sessions de recrutement, on a écrit des tests avec Adrien, donc français, informatique, logique, voilà, plein de tests. Ouais. Et eux lancent une campagne donc, dans différentes provinces pour dire voilà, on recherche. Et puis là, tu as énormément de gens qui viennent et qui font le concours. Et après, on sélectionne ceux qui ont le mieux réussi sur les tests. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis maintenant, dans les derniers recrutements, c'est que on a nos chefs d'équipe, on a des personnes avec qui on a l'habitude de travailler, qui ont vraiment de bonnes compétences, qui connaissent le métier maintenant. Ouais. Et quand on a besoin de recruter de nouvelles personnes, on leur demande vous avez quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez nous recommander? Est-ce que vous savez si quelqu'un cherche du travail quand on a des besoins comme ça? On a Patrick qui est un ancien professeur d'électronique dans une université et donc lui il a vu passer pas mal d'élèves, donc c'est vrai que quand on a besoin de recruter des stagiaires pour apprendre en électronique ou qu'on a D'accord. on va voir en direct avec nos équipes. Et alors en termes de création d'emplois, parce qu'il y a un impact au-delà de du coup générer du Bitcoin, générer forcément un apport financier et avoir un apport on va dire écologique, un impact sur la progression d'un territoire, tu as un impact social qui est gigantesque. Comment ça se passe au niveau de l'emploi, la création de l'emploi? Là, vous êtes combien actuellement? Actuellement, il y a 15 personnes dans l'équipe. 15 personnes embauchées des DGS directement. Ok. Et du coup, quand on a besoin, par exemple, pour mettre en place des améliorations techniques au niveau de nos containers, quand on a besoin de terrasser de nouvelles choses, là-bas, ils appellent ça les tâcherons, mais c'est des intérims, en fait, c'est des travailleurs temporaires qui sont là juste pendant un certain temps. Donc, il nous est arrivé, pour certaines périodes de rush, d'embaucher 50 personnes, des travailleurs temporaires. Ouais. Et sinon, en permanence, il y en a toujours 2 ou 3 des villages à côté qui sont là pour faire le nettoyage, pour balayer, pour faire des petites mains, entre guillemets.
Donc voilà, Entre 15 et 20 en permanence quasiment sur le. ça, sur exactement. Et donc, On a 15 titulaires BBG. Ouais, c'est Et ça. après, voilà, ça peut être 3 à 5 personnes en fonction des besoins. Et quand l'équipe aussi a besoin, par exemple, quand on fait les nettoyages des filtres, donc tous les mois, on nettoie les filtres des containers et tout ça. Parce que l'idée aussi, c'est que toutes les machines soient bien maintenues. Il faut qu'il y ait un bon environnement. Ouais. Il y a des machines qui vont se remplir de poussière, etc. Tu es sûr qu'elles ne vont pas durer très longtemps. Ah, et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, on a en permanence fois 15, une quinzaine de personnes, plus les tâcherons quand il y a besoin, en travailleur temporaire. Ouais, donc c'est un impact qui est assez énorme. Et donc on est toujours dans cette logique de reconstitution. Il y a rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça en fait quelque part votre devise. Et tu as eu une idée il n'y a pas très longtemps où là tu vas te projeter sur un tout autre domaine, mais toujours en utilisant cette énergie-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, complètement. Alors, pour la petite histoire, ça remonte à l'été dernier. Donc, j'étais à la plage avec un ami à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Guillaume. Donc, il y a une chaîne Instagram très intéressante qui s'appelle Zeno Nature. Je la mettrai en description. Ouais, c'est valable. Vraiment, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il aborde les sujets très simplement et c'est très accessible. Et il me fait goûter donc du cuir de fruits. Donc, ça paraît trop bizarre. Moi, donc, cuir de fruits, ok. Ouais. Et il sort d'une pochette de bonbons Na. Donc, c'est une espèce de petite pâte de fruits qui se vend en grande surface. Un bonbon, mais qui ressemble pas au Na. Ouais, C'est pas ça normalement. Goûte. Et donc, c'était au fil rouge. Et en fait, j'ai trouvé ça excellent. Et il m'explique comment il fait ça. Donc, on était avec son ami Valérie, chez qui il vivait là-bas, et qui a un déshydrateur, qui m'explique tout le process. Donc, on mixe des fruits, on les met sur un plateau, on le met dans le déshydrateur à 45 degrés, et on laisse ça pendant un certain nombre d'heures. Et ça en fait une espèce de pâte de fruits, mais hyper souple. Ouais. Donc, cuir de fruits, parce que ça ressemble comme Ah, d'accord, ok. une cuir, en fait. Ok, On peut d'accord. faire comme ça. Le temps passe, je me retrouve au Congo, vers le mois de septembre. On reçoit des nouveaux serveurs qu'on installe dans la baie de brassage, mais au final, la baie de brassage n'était pas assez profonde. Donc ça, c'est dans le conteneur, c'est pas assez grand en fait. Ouais, exactement. Et donc, on se retrouve à découper l'arrière de la baie de brassage pour faire passer les serveurs. Donc, pour étanchéifier, on fait une caisse. Et pour fixer cette caisse, on travaille derrière, là où la chaleur des machines est la plus forte, là où tout est expulsé. Et donc, toutes les 10 minutes, je sors de là. J'ai la tête qui tourne, je suis en sueur. Et je pense à ce côté sustainable qu'on fait, de récupérer l'énergie perdue, de cette chaleur. Mais cette chaleur, c'est de l'énergie calorifique. On ne peut pas la stocker, on ne peut rien en faire. Mais il y a un déshydrateur là, il tourne 24/24, 7 sur 7. Pourquoi je ne mettrais pas des fruits à sécher pour voir? Et on utilise cette chaleur pour créer quelque chose. Et donc, dans les jours qui suivent, je décide de mixer un ananas, de le mettre dans un plateau en inox et de le laisser derrière. Donc, je laisse ça 2 jours à peu près. Et au moment de le récupérer, je commence à gratter, à faire des petits carrés comme ça. Et je fais goûter à tout le monde dans l'équipe. Ouais. Et là, tu vois sur la tête de quelqu'un quand c'est bon. Ouais, c'est ça. Et là, les gars goûtent tout ça. Ils me disent, vous avez rajouté du miel, du sucre? Non, c'est 100% fait. Je vois la tête de tout le monde s'illuminer sur ça. Et donc, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Si eux, ça leur plaît, moi, j'ai adoré aussi. Pourquoi pas tenter une aventure comme ça en récupérant la chaleur produite par les machines et perdue pour en faire des bonbons, des cures de fruits. Et c'est dingue ça. Et ouais, c'est ce qui est encore plus dingue, c'est que donc suite à ça, j'en parle à Emmanuel de Mérobe. Et puis ça pose la petite graine. Et puis lui a l'idée aussi de mettre un séchoir parce que Virunga a sa propre chocolaterie. Ils font le chocolat Virunga Origins. Ouais. Mais ils ont une problématique, c'est-à-dire que pour sécher le cacao, ils étalent ça sur des grands draps. Ils mettent ça à l'air libre, mais comme il pleut beaucoup là-bas, souvent tu es obligé de remettre les draps et quand c'est sur 500 mètres, ça prend l'eau, des fois ça peut pourrir et donc ça sèche pas de manière optimale. Donc en gros, ils mettent 15 jours à sécher des fèves. Là, l'idée avec un container de mining, on le met comme ça, on met une serre, voilà, tout le long, des tables avec les fèves et en 3 jours, on pourrait sécher les fèves quoi, de manière efficace. Bah oui. Et donc ça leur permettrait d'augmenter leur production de plus ou moins 4 tonnes à 45 tonnes. Donc voilà, du coup, prochain voyage est prévu dans 7 semaines. Ouais. Et normalement, c'est pour installer tout ça. Je dis normalement parce que c'est tout qui soit bien sur place. Voilà, parce que accessoirement, on est en zone de guerre, même si au niveau géographique, le parc des Virunga est pas complètement dans la zone où c'est un peu chaud quand même. C'est ça, exactement. En fait, tout se passe vraiment proche de la frontière Rwanda et Congo, en fait. On est plus ou moins excentré. Enfin, faut dire que t'es pas dans la zone de guerre. Non. Le parc des Virunga est en dehors de tout ça. Mais il y a une partie quand même où il y a des conflits. Ouais, d'accord. Mais nous, là où toutes les activités se passent, donc la ferme de minage se trouve vraiment dans le grand nord Kivu, vraiment à la frontière, à la limite haute du parc des Virunga. D'accord. Ouais. Très très loin de là où se passent tous les conflits. Mais l'impact qu'on a, c'est que pour accéder à ces endroits reculés où on se trouve, on doit passer par des routes qui traversent parfois les zones de conflit. Et c'est ça qui pose problème. Et alors, parfois, tu vas en avion, c'est comment Tout le temps.
En gros, c'est génial quand on arrive à l'aéroport de Goma. Donc on est avec les avions, enfin on voyage avec Ethiopian la plupart du temps, parce que c'est un peu le hub africain pour toutes les petites destinations comme ça. Donc le Boeing se pose, on rentre dans l'aéroport, on récupère nos valises, on fait le check du visa, on ressort. Et là, il y a le petit Cessna qui nous attend. Donc le Cessna, c'est les petits avions. Ah, c'est les tout petits, ouais. Jones, là. Et donc généralement, c'est Emmanuel qui vient nous chercher, Emmanuel de Mérode, et qui nous amène directement au niveau de la ferme. Donc il y a 1h30 d'avion à peu près. Et on arrive directement sur l'aéro. Donc il y a une petite... Ah, il doit y avoir une toute petite piste parce que j'imagine que si c'est dans les montagnes... Ils sont découpés vraiment. Il y a une espèce de piste au-dessus de la montagne comme ça. Donc ouais, c'est... Ah, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et alors, après tout ce parcours, parce que depuis mine de rien 2012, découverte du Bitcoin, aujourd'hui 2024, avec une société qui est implantée, reconnue mondialement, notamment dans le côté green du minage de Bitcoin, la suite, pour toi, comment tu la vois? Comment tu te projettes à 5 ans, à 10 ans dans tout ça? Continuer de développer et d'exploiter des sources d'énergie excédentaires, puisqu'il y a vraiment un intérêt. Et je pars du principe que plus on va utiliser d'énergie renouvelable, plus on va développer sur les énergies renouvelables, puisqu'il y aura une véritable demande. Donc ça encouragera en ce sens. Donc il y a déjà dans les tuyaux quelques pays sur lesquels on travaille depuis un petit moment, qui on présente. D'ailleurs, il y a Patou, donc il y a un de nos collaborateurs qui se trouve actuellement en Guinée. Donc il y a possibilité que on développe. Et l'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer là-bas. Ça peut être potentiellement un gros hub du mining et de la récupération, de la revalorisation d'énergie perdue grâce au minage de Bitcoin. Et puis en parallèle, développer dans l'alimentaire avec les... Si jamais, ça peut être... Voilà, et pourquoi pas à chaque event, un peu partout dans le monde, qui est ces bonbons faits à partir de la chaleur des machines de minage. Et c'est ce qui ferait sens total. C'est un peu l'idée. Et alors, j'ai une question par rapport notamment à ce qui se passe dans le Texas. Il y a beaucoup de politique qui est favorable au minage de Bitcoin. En Afrique, c'est un contexte évidemment largement différent en termes de développement. Est-ce que les deux, c'est bien? Est-ce qu'il y en a un qui peut prendre le pas sur l'autre? Peut-être est-ce que le Texas va pouvoir grignoter des parts de ce qui se passe en Afrique ou inversement? Comment tu vois sur les prochaines années tout ça? Franchement, déjà, on est sur un green énergétique pour tout ce qui est au Texas et il n'y a pas forcément que de l'énergie verte qui est produite. Là-bas, il y a encore des centrales à charbon, il y a encore du pétrole qui est utilisé, donc on n'est pas sur du très très propre. Mais bon, c'est un grid énergétique, donc il y a vraiment un peu de tout. L'Afrique, c'est complètement différent parce que la plupart des projets qui se développent, c'est ni nucléaire, c'est ni charbon. C'est beaucoup d'énergie renouvelable, justement. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros parallèle en fait qui est différent. Les mineurs texans, généralement, ce sont de grosses multinationales qui ont des milliards à mettre sur la table. Le prix du jus, ils ne s'en soucient pas forcément, même s'ils tournent à perte, ils ont ce qu'il faut pour maintenir leur installation, pour capitaliser sur du Bitcoin le plus possible. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce même créneau. Nous, on reste encore, artisans et défenseurs de cette partie-là philosophique, du minage un peu plus humain et qui aide avec une réelle conviction derrière de participer à des causes et donc de créer de l'emploi là où il y en a besoin. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de ta question. Si, c'est ça. C'est la logique de la transformation. Tu dis, est-ce que... je vais te poser une question peut-être un peu plus fermée, tu vas me répondre par oui ou pardon, mais est-ce que tu penses que le Texas ou l'Afrique seront incontournables dans la partie du minage? Le Texas l'est déjà bien plus que l'Afrique en fait. D'accord. C'est pour ça que je veux tendre moi encore plus à développer sur l'Afrique, parce que de donner tout ce pouvoir aux États-Unis, et là on rentre dans vraiment quelque chose de géopolitique, c'est dangereux. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment diversifier au plus possible où sont dispatchés les mineurs et où sont validées toutes les transactions du réseau, même les nœuds, tout ça. Centraliser tout en Afrique et aller continuer à développer là-bas, c'est leur donner le pouvoir en fait de décision en gros sur quelque chose qui normalement ne doit pas l'être. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je me battrai toujours pour essayer de développer le plus possible en Afrique pour que justement on ait une force, une puissance de calcul qui soit partagée de manière assez équitable, même s'ils ont déjà beaucoup d'avance. On va se quitter sur ces magnifiques paysages africains de la savane. Merci Thomas en tout cas sur toute cette interview. Tu es plutôt rare dans les médias, tu es quelqu'un qui est vraiment les mains dans le moteur et pas forcément très visible, mais ton expérience est très enrichissante et je pense que tout le monde va apprécier. Merci beaucoup de me permettre de partager tout ça et puis hâte de partager encore plus et pourquoi pas de rencontrer les personnes dans les events
et expliquer toutes les petites histoires, les petites aventures, parce qu'il y en a quelques-unes. Ouais. Ah, il y en a un paquet, c'est vrai. Merci Thomas. Je t'en prie, merci à toi.